Anesthésistes, réanimateurs et chirurgiens main dans la main pour accueillir la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Lors d'une journée de démonstration, Valérie Pécresse est allée à la découverte du savoir-faire de l'école européenne de chirurgie qui, pour plonger ses étudiants dans des conditions au plus près du réel, a recréé un gigantesque hall opératoire virtuel en partenariat avec la fondation Illumens. Alors ce que vous voyez dans ce hall opératoire qui intègre des matériels pour les chirurgiens et pour les anesthésistes réanimateurs, c'est la nouvelle façon de faire travailler les équipes médicales du bloc opératoire, où les chirurgiens vont comprendre mieux ce que font les anesthésistes réanimateurs et vice-versa. Et bien sûr, pour assurer ces formations, il nous faut à la fois des modèles, donc des situations virtuelles que l'on répète, et puis il faut aussi être en situation vraie. Nous avons donc des formations sur des sujets anatomiques, vous ne les voyez pas là, mais on le fait, et ça permet aux jeunes d'apprendre, de répéter en permanence. Donc nous sommes aujourd'hui déjà dans la formation par simulation en chirurgie et en anesthésie-réanimation. Les étudiants en médecine, dès les premières années, apprennent un peu la chirurgie et sont initiés aux techniques de chirurgie et sont initiés à l'apprentissage de gestes plus ou moins complexes, gestes de base, mise en place d'une perfusion, intubation, examen gynécologique, réanimation, massage cardiaque, initiation à l'utilisation du défibrillateur, puis ensuite progressivement à l'utilisation de mannequins très sophistiqués, qu'on appelle mannequins 3e génération, qui parlent, qui respirent, qui saignent, qui répondent à l'injection de médicaments, et avec lesquels on recrée des scénarios, et puis in fine le Graal total, la reconstitution d'un bloc opératoire dans lequel les deux équipes travaillent en même temps, et nous sommes capables de reconstituer des situations critiques au bloc opératoire, et montrer comment il faut que les deux équipes s'entendent bien au profit des patients pour la qualité et la sécurité des soins. C'est évidemment une plateforme extrêmement impressionnante et que je soutiens à fond parce que l'idée derrière, c'est que tous nos jeunes futurs médecins, sages-femmes, infirmiers puissent, avant d'avoir affaire à des cas réels sur des patients, s'entraîner sur des simulateurs. Et c'est comme on pourrait penser à un simulateur de vol pour un avion, par exemple. Et c'est très impressionnant. C'est très impressionnant parce que là, vous voyez, il a fait un arrêt cardiaque et on teste la fiabilité de l'équipe pour traiter l'arrêt cardiaque, donc l'accident d'anesthésie. C'est évidemment quelque chose de rare, ça arrive pas tout de suite. Donc un jeune qui s'est déjà entraîné, eh bien, il est évidemment beaucoup plus fiable pour soigner le patient. Des techniques d'intervention innovantes qui visent évidemment à améliorer la qualité et la sécurité des soins, mais qui ont un coût d'investissement important. Et dans cet objectif, l'aide de l'État n'apparaît pas superflue. Dans le cadre du grand emprunt, il y aura une ligne budgétaire qui sera spécifiquement dédiée à l'équipement, ce qu'on appelle l'équipement mi-lourd des laboratoires et des universités. Cet équipement mi-lourd, c'est typiquement ce qu'on voit ici. C'est-à-dire un équipement qui n'est pas une très grande infrastructure de recherche, mais qui est très important pour faire un saut pédagogique à la formation ou un saut technologique à la recherche. Donc ce sera une des lignes du grand emprunt du plan d'investissement de décembre. Le recours à la technologie a un coût. Quand on regarde en matière sanitaire, il faut voir aussi les répercussions. Si vous avez des matériels chers, mais qui vous permettent d'améliorer la sécurité, c'est autant de moins au point de vue assurantiel. Il faut voir l'économie globale. Donc moins d'accidents parce que vous formez mieux les médecins et les chirurgiens. Un, c'est quand même ce que demandent les malades. Et deux, ça rattrape en partie le coût des investissements matériels. Mais de toute façon, il faut bien savoir qu'en matière de santé, on ne s'arrêtera pas. Et actuellement en France, on est à peu près à 11% du PIB. En matière de santé, on va passer à 12, 13, 14%, 15%. C'est normal. La santé et l'économie du XXIe siècle, les investissements doivent être faits pour améliorer la sécurité et l'efficacité des procédures chirurgicales, anesthésiques et médicales. C'est la vie du monde. Il faut évidemment pouvoir mutualiser ces types de matériel, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas en mettre partout et pour tout le monde. Et ici, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, vous avez vu, il y a toute une série d'hôpitaux de l'assistance publique, hôpitaux de Paris, qui viennent ici. Il y avait des professeurs de toute une série d'hôpitaux. Donc je pense que la dynamique de mutualisation de ce type d'équipement est aussi très importante, notamment à Paris. En revanche, je trouve très intéressant que des pôles en région, comme le pôle d'Angers, on en parlait tout à l'heure, décident eux aussi de se doter de ce matériel. Et pour tout vous dire, j'ai vu fonctionner un matériel de ce type pour la première fois à Strasbourg, chez le professeur Maresco. Donc
Alors je pense qu'il faut le développer. Le professeur Maresco, à l'époque, avait dû faire appel à des fonds privés pour développer ces matériels. Là, la différence, c'est qu'avec le grand emprunt, eh bien, c'est l'État qui assumera la responsabilité d'améliorer à la fois la pédagogie et en même temps les soins aux malades. Parce qu'évidemment, quand vous voyez arriver un jeune médecin pour un accouchement ou pour une opération, eh bien, vous êtes beaucoup plus rassuré si vous savez qu'il a eu la possibilité de faire ces simulations. Derrière les progrès technologiques, la communication entre professionnels de santé fait également l'objet d'une attention particulière, à l'image de la checklist imposée par la HAS depuis le 1er janvier 2010. Alors la checklist est incontournable. Rappelons quand même le point de départ de cette histoire. Une étude assez exceptionnelle publiée il y a 1 an maintenant dans le New England Journal of Medicine, très simple, qui montrait sur 8 hôpitaux dans différents continents, qu'ils soient des hôpitaux riches ou des hôpitaux pauvres, que des mesures très simples de communication extrêmement rudimentaires, s'assurer qu'on opère le bon patient, le bon côté, que le patient n'a pas d'allergie, que le matériel est disponible, qu'on sait qui opère, qu'on sait qui est responsable de l'anesthésie. Et bien tout ça permettait de réduire de 50% la mortalité et les événements critiques périopératoires, avec des choses qui ne coûtent rien, simplement de la bonne façon de se comporter, de se conduire. Donc cette checklist s'impose et la problématique est dans sa mise en place aujourd'hui. Il faut que les équipes comprennent tout son intérêt et donc c'est ce que nous travaillons et justement sur ce scénario, nous avons la possibilité de faire la vérification que la checklist est en place et qu'elle sert à quelque chose. Et pour optimiser les formations, les simulateurs se font de plus en plus perfectionnés. Capables de transpirer ou de cyanoser, les mannequins permettent de tester les réactions et les connaissances des étudiants. En attendant, les interfaces de simulation qui prennent de plus en plus d'importance dans les cursus de formation.